Bienvenue sur le podcast survivaliste de Point Nemo. Aujourd'hui, nous allons parler de renaissance et comment faire une société après l'apocalypse. Je vais diviser le podcast en 4 parties qui ne vont pas être longues et on commence tout de suite par la mise en situation. Imaginez, le monde tel que nous le connaissons s'est écroulé. Plus d'électricité, plus de gouvernement, plus de lois. Les villes sont devenues des pièges, les campagnes des territoires incertains. Les premiers jours sont consacrés à la survie brute. Mais ensuite, comment reconstruire quelque chose de durable ? Quelles sont les premières décisions à prendre pour ne pas sombrer dans le chaos ? Aujourd'hui, dans ce premier épisode d'Opération Renaissance, nous allons parler du tout début de la reconstruction, les premières étapes cruciales après un effondrement. Que faire quand il n'y a plus d'État, plus d'infrastructures et plus d'ordre établi ? Voici notre partie 1 où vous allez vous poser la question de la sécurité de votre territoire. Avant même de penser à reconstruire une société, il faut d'abord assurer la survie immédiate. La première règle, c'est de trouver un territoire sûr. Quand vous vous posez cette question, c'est déjà que vous n'êtes pas sûr de votre lieu de vie habituel, et il y a plusieurs raisons à cela. On peut, en premier, supposer que les villes sont trop dangereuses à cause des pillages et des conflits. C'est une réalité. Les villes vont devenir ultra dangereuses une fois un effondrement installé sur une longue période. Par contre, c'est dans les villes que les autorités tenteront de refaire l'ordre en premier, et vous aurez des aides alimentaires et sanitaires. Ensuite, les zones rurales offrent plus de ressources, mais elles sont dispersées. C'est déjà un meilleur plan que la ville, mais les efforts pour survivre sont peut-être plus importants. De plus, sur les zones rurales, vous n'aurez a priori aucune aide gouvernementale. Et enfin, on peut dire que les endroits isolés semblent idéaux, mais ils posent un problème majeur. C'est la solitude, qui rend vulnérable. Grosso modo, si on vous attaque à la campagne, personne n'en saura rien, et côté survie, ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez. Toujours dans notre partie 1, posez-vous la question de comment sécuriser un campement ou un village. J'ai listé 3 petites actions à faire de façon assez automatique. D'abord, vous allez mettre en place une surveillance 24/7. Attention, faites-le uniquement en cas d'effondrement et de danger. Ne jouez pas au paranoïaque en temps normal. Déjà ça peut vous rendre réellement malade. Et de plus, vous allez griller toute votre énergie pour pas grand-chose. Ensuite, établissez des règles strictes sur qui entre et qui sort. Sinon, votre domicile est un bordel épouvantable et votre sécurité est vraiment menacée. C'est hors de question de faire de votre base de repli une vraie passoire. Et enfin, vous allez identifier les menaces potentielles. Ça peut être des pillards, des groupes rivaux, des dark preppers, mais pensez aussi aux maladies. Quand je parle de menaces et de sécurité, je vise large. Il faut vraiment faire pareil pour inclure absolument toutes les menaces possibles dans votre plan de survie. Pour vous donner un exemple historique, on va remonter dans l'Antiquité. Après la chute de l'Empire romain, de nombreuses communautés rurales se sont repliées sur elles-mêmes et elles ont créé des structures défensives comme des villages fortifiés. Vous avez évidemment d'autres exemples à travers l'histoire de ce genre d'organisation. On passe à notre deuxième partie où on va voir comment organiser les survivants. Une fois un lieu sécurisé, il faut structurer un groupe. Mais comment faire sans gouvernement ? Eh bien, il va falloir former une communauté efficace. Pour cela, il va falloir avoir une organisation bien serrée avec des rôles clairs. Il faut que tout soit clairement défini et qu'il n'y ait pas de contestation. Vous allez d'abord identifier les compétences de chacun. Qui sait cultiver, soigner, défendre, construire. Même si les membres de votre groupe de survie doivent être polyvalents, c'est pas mal de cantonner chacun sur 2 ou 3 actions différentes, pas plus. Ensuite, vous allez aussi éviter le chaos en instaurant des rôles clairs. C'est ce que je disais au-dessus, les rôles doivent être clairs. Par contre, ne donnez pas qu'un seul rôle à chacun si vous ne voulez pas aller à la mutinerie. Il faut que chacun se sente bien dans son rôle et se sente utile sur le camp. Et enfin, vous allez définir un leader ou un conseil de décision. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il est hors de question de jouer au tyran sur votre base. Vous ne devez pas vous octroyer toutes les décisions. Et pour cela, vous allez organiser des réunions avec l'ensemble de votre groupe de survie pour les décisions importantes. Le problème majeur dans l'organisation des survivants, c'est l'individualisme versus l'intérêt collectif.
Il va falloir se poser des questions, et j'en ai 3 en tête. D'abord, faut-il imposer une discipline stricte ou favoriser le consensus ? D'après moi, le consensus est une bien meilleure idée, même s'il faut être assez rigide côté discipline. Vous ne pouvez pas lâcher la bride toutes les 5 minutes et vous faire trop conciliant, sinon c'est l'anarchie qui va prendre le dessus. Ensuite, posez-vous la question de comment gérer ceux qui refusent de suivre les règles. J'ai pas de réponse toute faite là-dessus, à part de parlementer avec le rebelle pour savoir pourquoi il est comme ça alors qu'il s'agit d'une survie réelle et non pas d'un jeu, et est-ce qu'il veut réellement rester dans le groupe ? S'il veut partir, c'est très chaud car il peut intégrer un autre groupe et lui divulguer toutes vos ressources et votre organisation. Vous risquez donc de vous faire attaquer. Il faut donc essayer de retenir les membres du groupe qui veulent partir. Et enfin, posez-vous la question de quel équilibre faut-il faire entre autorité et liberté individuelle. Je le disais juste avant par rapport à quelqu'un qui veut partir, vous ne pouvez pas le retenir contre son gré non plus, et c'est pareil pour les membres du groupe. Vous devez respecter la liberté de chacun sur le camp. Donc beaucoup de discussions pour gérer tout ça. Dans un scénario d'effondrement, la pire erreur c'est de croire qu'on peut tout faire tout seul. On a besoin des autres, mais encore faut-il s'organiser intelligemment. Je vous donne un exemple historique. Lors de la colonisation de l'Amérique, les premières colonies comme Jamestown en 1607 ont failli disparaître à cause d'un manque d'organisation et d'une mauvaise répartition des tâches. Ce n'est que lorsqu'une structure plus rigide a été mise en place que la colonie a prospéré. On arrive à la 3e partie de ce podcast du jour. Cette 3e partie traitera de l'accès aux ressources essentielles. On ne peut pas reconstruire sans ressources. L'eau, la nourriture, l'énergie, tout devient une priorité vitale. On voit ici les 3 ressources essentielles et en premier, l'eau qui est à la base de la survie. Sans eau, vous ne vivez que 3 jours. C'est vraiment la ressource pilier de votre base de repli, qu'elle soit à la campagne ou dans une ville. Il faut d'abord trouver des sources fiables comme des puits, des rivières, de la récupération d'eau de pluie. C'est pas si simple que ça puisque si l'air est pollué par des particules fines radioactives ou des éléments bactériologiques ou chimiques, votre ressource d'eau devient inexploitable. Au mieux, dans ce cas, c'est d'atteindre une nappe phréatique en espérant qu'elle ne soit pas contaminée. Vous pouvez avoir aussi en sous-sol de grandes réserves d'eau faites avant la catastrophe et sans aucun contact avec l'eau extérieure. Et ensuite, il vous faut des techniques de purification et de stockage à long terme. J'ai fait des vidéos là-dessus, c'est assez onéreux mais c'est assez essentiel. La purification la plus simple, ça reste toujours de faire bouillir de l'eau ou d'y ajouter une pastille de purification. Des fois, certaines bactéries résistent à plus de 100 degrés Celsius et la radioactivité sera toujours là aussi. On voit ensuite la nourriture. Comment produire plutôt que piller ? Car piller des magasins désertés, ça va bien un moment, mais dans la durée, vous n'allez pas loin avec ces réserves-là. Vous allez récupérer des graines et commencer à cultiver dès les premiers jours. N'attendez pas l'effondrement pour cultiver. Les cultures, c'est pas si simple que ça. Il faut maîtriser plusieurs domaines pour y arriver et ça demande du temps. Donc mettez-vous dès aujourd'hui au potager, même sur un balcon en ville. Vous allez chasser et pêcher. Tout dépend évidemment de la catastrophe et de l'état de la nature, mais cueillir des baies et chasser, ça devrait faire partie de votre vie le jour d'après. Et enfin, vous allez stocker intelligemment pour éviter les pertes. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Il faut optimiser votre stock alimentaire en limitant la consommation de vos ressources. Pour faire cela, calculez dès aujourd'hui les quantités assez serrées qu'il vous faut au niveau familial pour tenir le plus longtemps possible, mais sans vous affamer non plus. C'est un juste milieu. Enfin, la dernière ressource essentielle, c'est l'énergie. Est-ce qu'il faut viser l'autonomie immédiate ? Posez-vous la question d'installer des panneaux solaires ou d'utiliser des énergies low-tech comme le bois par exemple. Les panneaux solaires, le problème c'est qu'en cas d'IEM, plus rien ne fonctionnera. Les IEM, ce sont les impulsions électromagnétiques qui font partie d'une vraie possibilité d'attaque sur une nation. Actuellement, plus que le nucléaire à mon avis. Parce que c'est plus propre et l'ensemble de l'électrique et de l'électronique de la région visée ne fonctionnera plus du tout. Donc vous pouvez dire adieu à vos panneaux solaires. Est-ce que justement vous allez prioriser le bois, l'huile ou le biogaz ? C'est à vous de voir, sachant que le bois peut manquer aussi en cas d'hiver nucléaire. Et la question cruciale, comment vous allez gérer un monde sans essence et sans électricité ? J'ai fait une vidéo sur les biocarburants.
il y a vraiment des solutions assez intéressantes à exploiter entre l'huile de colza, le méthane et autres solutions. Pour l'exemple historique, on part aux États-Unis. Après la Grande Dépression des années 1930, de nombreuses communautés rurales ont dû réapprendre l'autosuffisance, utilisant des méthodes low-tech pour survivre en l'absence de ressources industrielles modernes. Cette Grande Dépression a été vraiment une période très sombre pour le monde entier, pas seulement pour les USA. Et enfin, notre quatrième partie où il faut préparer la suite. On a sécurisé un territoire, organisé un groupe et trouvé de quoi survivre. Mais combien de temps cela peut-il tenir ? Pour être sûr de tenir dans la durée, il faut planifier à long terme. Posez-vous ces questions. Faut-il rester en petit groupe ou tenter de recréer une ville ? C'est une question assez cruciale, puisque si un effondrement a eu lieu, on a deux possibilités. Soit la société cherche à se recréer, soit on a une hyper-violence et donc un repli obligatoire sur soi. Je n'ai pas d'idée vraiment là-dessus. Ensuite, demandez-vous comment éviter la tyrannie ou l'anarchie. On peut répondre à ça qu'il faut rebâtir une société avec des lois strictes et des forces de l'ordre pour éviter toute zone de non-droit. Et enfin, à quel moment faut-il rétablir des lois et une organisation politique ? On peut être quasi certain qu'il faut rétablir en premier ce genre d'organisation car c'est la base de la société humaine. Je vais répondre à ces questions à présent. Quand doit-on commencer à penser à une économie, une monnaie, un système de gouvernance ? Dès le premier mois ? Ou faut-il attendre des années avant de rétablir un semblant d'ordre ? Historiquement, les sociétés humaines ont mis en place des systèmes économiques très rapidement après une crise. Par exemple, après l'effondrement de l'Union soviétique, des systèmes de troc et des monnaies locales ont émergé presque immédiatement. Il en va de même après les guerres. Par exemple, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, des cigarettes et du café servaient de monnaie avant la stabilisation économique. Attendre trop longtemps pour structurer un système économique risque d'entraîner l'apparition de marchés noirs incontrôlables. L'idéal est de poser des bases dès le premier mois, même sous une forme rudimentaire pour éviter la loi du plus fort. Nous arrivons au bout de ce podcast. La survie immédiate, c'est une chose, mais construire un monde viable après un effondrement, c'est une autre histoire. La vraie question, ce n'est pas seulement comment survivre, mais comment éviter de répéter les erreurs du passé. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'économie post-apocalyptique. Faut-il abandonner l'argent ? Comment créer un système de troc viable ? Quels objets et compétences auront de la valeur ? Etc. Opération Renaissance, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le renouveau de la civilisation ne fait que commencer.